Bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la prouesse des forces de défense et de sécurité. 7 personnes, supposées membres d'organisations inconnues et qui en veulent à la sécurité des populations dans l'une des communes du nord du Bénin ont été abattues. On fera le point rapide dans la une des journaux tout à l'heure, puis dans la revue de presse. Ce sera en fin d'émission. Entre ces deux extrêmes, vous aurez à suivre deux invités ce matin. D'abord Thierry Aronsou, qui est directeur de l'information au niveau du ministère en charge des affaires étrangères. Avec lui, nous allons faire le point de la politique du gouvernement pour la protection des Béninois de l'extérieur. Il sera en studio dans un instant. Après lui, Dr Landry Coquelet, directeur national de la vaccination. Vous comprenez que c'est l'invité d'Esther Tofar pour la rubrique santé ce matin. Les deux vont évoquer l'actualité de la vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole en cours actuellement dans le pays. Notre débat portera ce matin sur l'actualité dans la sous-région, avec le départ confirmé des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Dimanche, Bassirou Diomaye Faye, le dirigeant sénégalais, faisait constater aux autres chefs d'État de l'organisation la détermination des 3 militaires à ne pas faire marche arrière. Nous ferons donc le point lors de nos discussions. Bienvenue à tous. Nous voici donc pour la une des journaux et comme de tradition sur Canal 3 à Bénin les matins pour Actu Matin, on va commencer par fraternité, lutte contre le terrorisme à Baniko Haram. Cet assaillant neutralisé, une prouesse qui renforce la quiétude des populations. Affaire Louis-Philippe Rondegnon, la régularité de la procédure contestée par la défense. Le procès renvoyé au 27 janvier 2025. Circulation des devises, des milliers d'euros saisis par les éléments du colonel Marcelin Zanou. Ouvrage de Hippolyte d'Almeida, un voyage au cœur de l'entrepreneuriat et des trésors inexplorés. Voici le matinal. Défense de l'intégrité territoriale, nouvel exploit de l'armée béninoise. 7 présumés terroristes tués, des matériels de guerre saisis. Décryptage info à Boumekalavi, un réseau de contrefaçon démantelé, 223 bouteilles de liqueur saisies. Nous sommes avec Nord-Sud Quotidien, élection à la CCIB, liste provisoire des candidatures, la suite du calendrier dans les colonnes du quotidien. Matin libre, affaire Rondegnon, on doit pouvoir critiquer sans encourir la prison. Maître Abiba Touré évoque donc la vacuité du dossier qui était devant le juge hier et puis au titre du fichier électoral. L'opposition obtient le oui de la société civile. L'informateur, pour des raisons de santé publique et des fêtes de fin d'année, la guerre à l'alcool frelaté réclame donc le journal et puis mairie de Sinandé. Grande manœuvre politique vendredi prochain, signale le quotidien. Voici l'indépendant chez vous ce matin. Communiqué du ministère de la Santé, le VIH et SIDA existe toujours au Bénin et continue de tuer. Bénin, 136 bouteilles de liqueur frelatées saisies à Godomé notamment. 2 personnes ont été appréhendées selon le quotidien. Éveil info pour continuer. Assemblée générale ordinaire, les perspectives d'une agriculture durable au cœur des échanges. Et puis le leader du jour, écho des états-majors des partis politiques au Bénin, les enjeux des élections générales de 2026 au cœur des grandes préoccupations. Le journal La Cloche à présent, modernisation du secteur commercial au Bénin, les acteurs du commerce et des usagers, des marchés en liesse d'Abarou, gestion efficace des transports, des transferts des patients, 24 ambulances mises à la disposition des zones sanitaires du Borgou. Jupiter pour continuer, classement des villes les plus propres de l'Afrique. Cotonou détrône Accra et fait mieux que Abidjan. Et nous voici de retour à la une
de fraternité pour la deuxième lecture, lutte contre le terrorisme à Bani Kohara. Cet assaillant neutralisé, une prouesse qui renforce la quiétude des populations. Affaire Louis-Philippe Rondegnon, la régularité de la procédure contestée par la défense. Le procès a été renvoyé, faut-il préciser, au 27 janvier prochain. Circulation des devises, des milliers d'euros saisis par des éléments du colonel Marcelin Lauro de la douane. Et puis ouvrage de Hippolyte Dameda, un voyage au cœur de l'entrepreneuriat et des trésors inexplorés. Voilà ce qu'on doit retenir de la une des journaux, en tout cas pour les titres essentiels à leur première page ce matin dans Fraternité à l'intérieur, ce qui a bien pu faire l'actualité, notamment dans le monde judiciaire hier. C'est la comparution donc de l'ancien directeur général de la police nationale, le général Louis-Philippe Rondegnon. Les discussions n'ont pas pu aller à leur terme, en tout cas on n'a pas avancé, puisque la défense a soulevé une certaine irrégularité de la procédure, des questions donc de date qui ont obligé le juge à reporter la séance pour le 27 janvier 2025. Pourquoi les défenseurs de l'ancien directeur général de la police nationale ont-ils parlé de vacuité? Question posée par Fraternité, notamment l'un des avocats de l'homme. Il suffit de voir ce pourquoi il est poursuivi. On parle de l'ancien directeur général de la police qui est aujourd'hui poursuivi pour des faits de harcèlement sur les autorités politiques administratives de l'État. Si le fait d'émettre des critiques constitue un harcèlement, c'est qu'il y a un vrai problème. Et si tel est le cas, on devrait envoyer la moitié, voire toute la population béninoise à la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Achetez le journal, lisez l'interview entière, notamment à la page 2. À la page 3, les prouesses de l'armée béninoise, notamment à Bani Kohara, fraternité qui nous rappelle qu'hier, l'armée du Bénin a pu neutraliser 7 assaillants dans sa mission de défendre l'intégralité et l'intégrité du territoire national. Que s'est-il passé? Comment est-ce que les choses se sont déroulé? Le journal Fraternité vous propose quelques détails, notamment à sa page 3. À la page 7 et à la 8, vous avez l'actualité des sports avec déjà les échos de la Ligue Pro d'ADFC qui s'offre le choc donc au sommet avec Dynamo chez lui à Abomey. Et au plan continental, l'actualité c'était donc les CAF Awards. Hier donc sans surprise, Ademola Lookman, le Nigérian, a succédé à son compatriote et coéquipier Victor Osimhen sur le toit du football africain. En tout cas pour ce qui est du titre de l'année 2024. D'autres détails et d'autres personnes distinguées à l'occasion. On va revenir là-dessus avec notamment Candide Ronretor qui va nous assurer la page des sports. Il est très bien habillé, vous l'avez remarqué. Lukoman Ademola, la spécialité notamment des Nigériens sur la scène internationale. Allez, de retour ici maintenant, on va passer à l'acte 2 d'Actu Matin. Ce sera le bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le week-end écoulé à Abuja. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso désormais réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel maintiennent leur demande de sortie de l'organisation sous-régionale. Dans ce bulletin, donc, vous suivrez le point du sommet avec le ministre béninois des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, on en fera notre point de discussion tout à l'heure avec les débatteurs. Autre élément à suivre dans le bulletin de l'information, plusieurs millions d'euros frauduleusement transportés, raisonnés à sème et craqués par les disciples de Saint-Mathieu. Une opération menée par le bureau de surveillance du territoire douanier sur instruction de la hiérarchie. Nous vous donnons de plus en détails dans un instant. Voici le bulletin. C'était l'actualité du week-end. Tous les regards focalisés à Abuja, le 66e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tenait dimanche.
L'un des sujets importants débattus au cours de ce sommet Tanguy est la sortie annoncée de l'Organisation du Mali, du Niger, du Burkina Faso prévue pour le 29 janvier prochain. La CEDEAO prend acte de cette demande tout en restant ouverte aux négociations. Ce lundi 16 décembre, au retour du sommet, le ministre béninois des Affaires étrangères a fait le point des conclusions de cette rencontre à la presse. Suivant. Les chefs d'État, au cours de cette conférence, ont pris acte du souhait du Niger, du Mali et du Burkina de quitter la CEDEAO. Et donc, en prenant acte, puisque cette demande a été formulée le 28 juin 2023, et que les textes de la CEDEAO demandaient à ce qu'il y ait une période de 12 mois au cours de laquelle, avant qu'on ne prenne acte réellement de la décision de départ, nous arrivons en fait au terme de ces 12 mois. Donc la conférence des chefs d'État a pris acte de cette décision et a décidé que nous entrions dans une période de 6 mois au cours de laquelle nous allons engager les discussions pour organiser le mieux possible ce départ. Et bien entendu, à laisser la porte ouverte pour que si, dans cette période de 6 mois, nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso décidaient de revenir au sein de l'organisation sous-régionale, qu'elles puissent pouvoir le faire. La réalité, c'est que la CEDEAO a été construite sur des relations séculaires qui existent entre nos peuples. La CEDEAO est née en 1975, mais avant 1975, il y avait déjà des échanges entre nos différents peuples, entre nos différentes populations. Et donc, les chefs d'État ont à cœur de s'assurer que ce départ, qui est un départ, une décision souveraine de nos 3 pays frères, n'impacte pas ou impacte le moins possible les populations. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette période de 6 mois au cours de laquelle nous allons devoir nous atteler à organiser de la meilleure manière possible pour impacter le moins possible les populations. Qu'est-ce qui se passera après ? Vous avez dû suivre également le fait que les chefs d'État ont demandé à ce qu'il y ait très rapidement, donc courant 2e trimestre de l'année 2025, une réunion du Conseil des ministres pour acter des modalités concrètes et pratiques de départ de ces 3 pays si jamais ils décidaient de ne pas revenir. La position du Bénin, elle est simple, et celle que le Bénin va défendre, c'est de tout faire pour préserver les populations, pour préserver les liens séculaires qui existent entre nos peuples. Et donc, trouver les voies et moyens pour que, pour les populations du Niger, du Mali et du Burkina, il n'y ait pas de changement. Et pour les populations, nous espérons aussi du Bénin, il n'y ait pas de changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui se passait lorsque ces 3 pays faisaient partie de la CEDEAO. Donc nous ferons tout pour préserver les intérêts des populations. Coup de filet des éléments de la douane béninoise. Un individu a été appréhendé avec une importante somme d'argent le week-end écoulé. Une opération menée par le Bureau de surveillance du territoire douanier sur instruction de la hiérarchie. Les détails avec Esther Tofa. C'est un exploit des éléments du Bureau de surveillance du territoire douanier. L'individu, malgré toutes les stratégies pour échapper au contrôle, a été appréhendé en possession de plusieurs coupures de billets de banque en euros. Ceci grâce aux dispositifs mis en place. Nous avons renforcé le contrôle au niveau des frontières terrestres. Arrivé au niveau de la frontière, l'individu a laissé tomber son moyen de transport et a pris un taxi, un transport en commun, pensant qu'avec ça, on ne pouvait pas le prendre. Mais comme la douane aujourd'hui a changé de stratégie de lutte contre la fraude, lutte contre toute importation en violation des réglementations en vigueur dans notre pays, il a été surpris que, bien qu'il ait changé de moyen au niveau des frontières, il est rentré dans un taxi. On a pu mettre la main sur lui. Nul n'a le droit aujourd'hui de détenir sur lui ou de circuler avec une certaine somme. La manipulation de l'espèce est désormais encadrée par plusieurs tests de l'UEMOA et même le Code des douanes, sans oublier la loi sur le financement du terrorisme.
Vous n'êtes plus autorisé à transporter l'argent comme vous voulez. Quand je dis vous n'êtes pas autorisé, c'est que pour transporter de l'argent en espèces, il y a des obligations. La première obligation, il faut une déclaration. Vous avez une somme dont l'équivalent est égal ou supérieur à 5 millions, vous avez l'obligation de faire cette déclaration à la douane. Et le fait de faire la déclaration ne veut pas dire que vous voulez perdre les devises que vous avez. Vous faites la déclaration et ça permet aux autorités compétentes, ça permet aux structures de l'État de pouvoir suivre l'utilisation que vous voulez faire de cet argent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre argent, mais si vous ne faites pas la déclaration, vous tombez, vous commettez une infraction. L'individu appréhendé en attendant la suite de la procédure risque, selon les dispositions pénales, une amende allant jusqu'à 4 fois le montant saisi et une peine d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans. Autre volet de l'actualité à présent, nouvelle adhésion au sein du parti Bloc républicain. Dr Isidore Mouedo tourne dos à l'Union progressiste Le Renouveau pour désormais militer au sein du parti Bloc républicain. La déclaration a été faite à Zanianado le week-end écoulé à la faveur d'un meeting qui a connu la présence de plusieurs leaders de ce parti politique. Suivant. Un nouvel adhérent au Bloc républicain. Venu avec d'autres compagnons, le désormais cavalier Isidore Mouedo place son arrivée dans le parti sous le signe de l'unité dans la diversité face aux enjeux de développement de la région Agoni et de la commune de Zanianado en particulier. Exemplaire militant des premières heures de l'Union progressiste Le Renouveau, il décide de continuer l'aventure politique au sein du parti du Cheval Blanc Cabré. Cher docteur Isidore Mouedo, vous avez sans doute compris que c'est ici, au sein de cette grande famille engagée pour le progrès, que réside la force du changement et l'espoir d'un avenir meilleur. Cette adhésion est d'abord une réponse aux nombreuses sollicitations des populations de Zanianado. C'est aussi la preuve de son engagement à toujours accompagner Patrice Talon dans sa mission de révéler le Bénin. Le BR est une force de transformation incarnant la volonté de changer la société pour redonner espoir aux délaissés, au dire d'Isidore Mouedo. Il promet déjà travailler avec ferveur et détermination habituelle afin de faire de la 24e circonscription électorale un bastion inattaquable de la formation politique. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous pour annoncer la décision de rejoindre le bloc républicain. Chère population de Zanianado, je dis donc officiellement prêt pour votre sollicitation à partir de ce samedi. Les communes de Kové, de Zobodomé, qui ne sont pas encore du bloc républicain, vont devenir des communes du bloc républicain. Enchanté par ce ralliement, de nombreuses personnalités saluent la décision du nouveau cavalier. Il s'agit là d'un renfort qui va conforter la position du parti dans la région. Son retour dans notre région, à Zanianado et dans le bloc républicain, est une assurance que c'est un grand renfort. Je voudrais souhaiter à notre frère Isidore Mouedo la bienvenue au bloc républicain. Vous arrivez à un moment où nous procédons à l'actualisation de nos structures. Vous allez nous aider à accomplir cette tâche. Dès aujourd'hui, vous devenez notre camarade. Vous n'aurez plus une autre appellation parmi nous. Isidore Mouedo, désormais aux côtés de Janvier Yawidéou, Hervé Khéchomen et autres leaders du bloc républicain dans la région Agoni. Voilà qui vient donner une nouvelle configuration politique à ce milieu où l'on vise la suprématie du parti dans toutes les communes de la 24e circonscription législative. Et pour finir, les statistiques relatives aux violences basées sur le genre sont relativement en hausse au Bénin malgré toutes les actions menées par les pouvoirs publics et les organisations de la société civile. À la faveur de la deuxième conférence statistique sur les violences basées sur le genre qui s'est ouverte le jeudi dernier à Parakou, l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a donné des chiffres qui interpellent et qui appellent à plus d'actions. Reportage.
s'agit de la deuxième conférence statistique sur les violences basées sur le genre au Bénin qui se tient dans cette salle de la préfecture de Parakou. Autour des responsables départementaux du Septentrion, des maires et autres acteurs en charge de la lutte contre les violences basées sur le genre, il sera essentiellement question de présenter des données probantes sur les violences basées sur le genre, extraites du système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant grâce aux travaux réalisés par l'Observatoire de la femme, de la famille et de l'enfant. Ce sera donc aujourd'hui l'occasion pour chacun d'entre nous d'apprécier les réponses apportées par les services de protection sociale présents dans nos départements aux sollicitations des couches vulnérables et de mesurer leur évolution dans le temps et dans l'espace. Chaque acteur ici présent pourra se mirer à travers ces résultats, apprécier les efforts consentis par son département et, à la lumière de ces constats, s'engager pour plus d'actions et d'efforts dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette conférence qui se tient après celle d'Aboumé en 2023 sera aussi un creuset d'évaluation des impacts économiques et sociaux à travers les statistiques qui seront présentées. Cette séance est également orientée autour d'un thème spécifique. En effet, le thème est intitulé « Utiliser les données probantes comme moteur de l'action publique, car des données sur les violences basées sur le genre ». Ce thème vient nous rappeler que le social, placé au cœur de l'action gouvernementale par le chef de l'État, revêt une dimension transversale à nous tous, acteurs étatiques, des collectivités territoriales ou de la société civile. La coopération suisse agit aux côtés du Bénin depuis plus de 40 ans pour le soutenir dans ses efforts de réduction de la pauvreté et des inégalités de genre. Depuis 2022, cette coopération finance le programme d'appui à l'égalité de genre et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance joue un rôle central dans ce programme. Les acteurs présents dans cette salle vont réfléchir autour des mécanismes de lutte contre les violences basées sur le genre dans notre pays et faire aussi des propositions pour une lutte efficace contre ce phénomène au Bénin en général et dans les 4 départements du Septentrion en particulier. Tanguy, c'est la fin de cette session d'information. Très vite passé en tout cas. Merci beaucoup à vous Florence Bossa donc, pour le résumé de l'actualité telle que constatée d'hier à ce matin par la rédaction de Canal 3 à Bénin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée Tanguy. Mesdames et messieurs, si vous êtes fidèles de Canal 3 Bénin, vous devrez savoir qu'il y a d'autres rendez-vous de l'information dans la journée. Les grands rendez-vous, notamment pour le 13h, le 19h30 et le 22h30. L'édition de la nuit, entre ces différentes éditions, c'est l'intermédiaire, notamment les bulletins d'information. Le tout premier est déjà passé sur Actu Matin. Vous aurez un second ou un deuxième à 11h et puis un troisième à 16h notamment. Restez calés donc. Canal 3 Bénin vous fournit les meilleures informations. Voici maintenant l'actualité sportive. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. On l'avait bien annoncé. Hier, c'était donc la grande journée de distinction sur le continent. C'est officiel depuis hier, donc on connaît le meilleur joueur africain de l'année 2024. Oui, chers téléspectateurs, vous le savez certainement, vous l'avez certainement lu sur la toile sportive depuis hier. L'attaquant nigérien Ademola Lookman de l'Atalanta Bergame succède à Victor Osimhen, son coéquipier en sélection nationale pour le prix du meilleur joueur africain de l'année 2024. Le 20 a tiré, le suspense était total. L'attente a été presque trop longue, mais le couronnement des efforts est bien effectif. Depuis hier, la Confédération africaine de football tient son ballon d'or africain de l'année 2024 et c'est le Nigérien Ademola Lookman qui évolue du côté de l'Atalanta Bergame qui succède donc à son coéquipier en équipe nationale. Au cours de cette année 2024, il compte à son actif 57 matchs disputés pour 27 buts inscrits, 13 passes décisives, vainqueur de l'Europa League avec notamment son triplé
En finale, il a même terminé 14e du Ballon d'Or France Football 2024, élu dans le top 11 de la CAN 2023 où il a terminé vice-champion avec les Super Eagles du Nigeria. Il a aussi été finaliste de la Coupe d'Italie. Tanguy. Oui. Et que retenir justement du parcours de l'homme depuis son bas âge? On a quand même concocté quelques éléments pour vous servir de réponse notamment. Voici le parcours du meilleur joueur africain de l'année 2024. Ademola Lookman a commencé sa carrière de footballeur à l'âge de 10 ans avec une équipe amateur appelée Waterloo FC. Il a passé 5 années avec le club avant de rejoindre l'académie Charlton Athletic à l'âge de 15 ans. Il est rapidement devenu l'un des espoirs les plus brillants de la Ligue anglaise de football avec 10 buts inscrits en 45 matchs disputés en championnat pour le club du sud de Londres. Il a par ailleurs été nommé meilleur jeune de l'année du championnat au thème de la saison 2015-2016 malgré la relégation de Charlton en D3 anglaise. Toutefois, il sera transféré à Everton en 2017 pour 11 millions de livres. Il fait ses débuts sous les couleurs d'Everton le 15 janvier en entrant en toute fin de match face à Manchester City. 3 minutes après son entrée en jeu, il inscrit le dernier but des siens qui remporte le match 4-0. Le 31 janvier 2018, il sera prêté pour 6 mois au RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison 2017-2018. 3 jours plus tard, il signe un début prometteur avec le club allemand lors de son premier match en championnat contre le Borussia Mönchengladbach. En 24 apparitions, Lookman a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Le 25 juillet 2019, le Nigérian signe un contrat de 5 saisons avec Leipzig et quitte définitivement Everton. Au sein de l'écurie allemande, il ne joue que 13 matchs, toutes compétitions confondues, au cours de la saison 2019-2020. S'en suivra une succession de prêts pour l'attaquant nigérien. Le 30 septembre 2020, Ademola Lookman est prêté pour une saison à Fulham FC où il a inscrit 4 buts en 35 apparitions. Le 31 août 2021, il est de nouveau prêté en Première Ligue, mais cette fois-ci dans le club de Leicester City. Un prêt assorti d'une option d'achat qui n'aboutit pas après un bilan de 8 buts en 42 apparitions avec le club. Il va ensuite prendre la direction de l'Italie, notamment de la Serie A. Le 4 août 2022, Ademola Lookman s'engage en faveur de l'Atalanta Bergame et signe un contrat de 4 saisons avec l'indemnité de transfert étant de 15 millions d'euros. Il fait ses débuts avec le club italien le 13 août de la même année au cours de la première journée de la Serie A. Il marque son premier but. Le 22 mai 2024, l'Atalanta Bergame affronte le Bayer Leverkusen en finale de l'Europa League où il a inscrit à lui seul les 3 buts de la rencontre et permet à son club de remporter la finale. Avec son triplé, Ademola Lookman devient le premier joueur africain de l'histoire à effectuer cette performance. Sous les couleurs de l'Atalanta Bergame, il compte aujourd'hui plus de 80 matchs en championnat pour 40 buts inscrits. Par ailleurs, il a terminé à la 14e place du Ballon d'Or France Football 2024. Pour ce qui est de son parcours en sélection, l'attaquant de l'Atalanta est sorti des rangs du football anglais en jouant pour l'Angleterre au niveau des U19, U20 et U21. Il faisait également partie de l'équipe d'Angleterre qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA des moins de 20 ans contre le Venezuela en 2017. En 2022, Ademola Lookman a finalement décidé de rejoindre la tanière des Super Eagles après de nombreuses approches. Il a fait ses débuts avec le Nigeria lors du match nul 0 but partout contre le Ghana, un match qui a mis fin au rêve nigérian de jouer la Coupe du Monde de Qatar 2022. Il a par ailleurs marqué son premier but sous les couleurs du Nigeria lors de la victoire 10-0 face au Sao Tomé et Principe au cours de la campagne de qualification de la CAN 2023. Il faut rappeler qu'avec le Nigeria, il a terminé vice-champion de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ademola Lookman compte 18 sélections avec les Super Eagles pour un total de 7 buts inscrits en 23 matchs disputés. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir du parcours du meilleur joueur africain de l'année 2024. Il a non, bien entendu, Ademola Lookman, le Super Eagles qui succède à un autre Super Eagles,
Victor Osimhen-Tanguy, on en a parlé hier. Oui, je crois que c'est bien mérité. Il avait quand même une petite avance sur ses autres concurrents, notamment le Guinéen pour être plus précis, parce que le Marocain avait quand même quelques statistiques qui ne l'arrangeaient pas beaucoup. Mais je crois que les parcours de son équipe nationale et de son club doivent avoir joué en défaveur justement du Guinéen, puisque le Guinéen, je ne crois pas l'avoir aperçu dans les rayons des 4 pays les mieux capés, en tout cas les mieux cotés sur le continent d'après la dernière phase finale de la CAN, alors que le Nigeria était quand même finaliste. Et au-delà de ça, remporter l'Europa League, je crois que c'est beaucoup mieux que d'être ma foi leader de son championnat ou d'être parmi les leaders. Et je crois que ces éléments ont pu quand même aider Lookman Adebola à décrocher ce trophée-là. Justement, donc on pense que le seul défaut qui a fait que Serhou Guirassy n'a pas remporté ce prix, ces éléments sont justement parce qu'il n'a pas remporté de trophée majeur en Europe cette saison et en Afrique collectivement avec le Sili national, contrairement à Ademola Lookman qui aura remporté l'Europa League. Le Sili qui est même d'ailleurs en difficulté. Qui n'est même pas qualifié. Justement pour la prochaine CAN. C'est des éléments qui doivent avoir joué en sa défaveur. Justement, on retrouve bien entendu dans le top 3 de ce prix, justement le ballon d'or africain, pour ne pas dire le meilleur joueur africain, ce prix, sinon cette catégorie du meilleur joueur africain de l'année. On retrouve dans cette catégorie en deuxième position Achraf Hakimi et puis en troisième position du top 3 Serhou Guirassy. Autre distinction maintenant, le jeune Sénégalais Lamine Camara, comme vous le voyez à l'image, est sorti meilleur jeune joueur de l'année 2024, lui qui avait déjà remporté ce même prix la saison écoulée, donc en 2023. Pour le prix du meilleur, pour notre Simon Adingra, qu'on espérait justement remporter ce prix. Oui, mais Lamine Camara qui remporte à nouveau ce prix comme il l'a raflé l'année écoulée. Pour le prix du meilleur gardien de l'année, c'est le portier sud-africain Ronwen Williams qui s'est vu décerner ce trophée alors qu'il était même nominé dans 3 différentes catégories. Il a reçu hier à Marrakech, au Maroc, un deuxième trophée au-delà de celui du meilleur gardien. Il a fini meilleur jeune, sinon meilleur joueur interclub africain de l'année. Ronwen Williams qui est fini meilleur gardien de l'année, qui n'est pas dans le 11 africain. Ce qui est curieux. Oui. C'est curieux. J'avoue que je n'ai pas compris comment le vote s'est effectué à ce niveau-là. Mais bon, vous savez, on ne va pas dire que c'est parfois politique aussi. Les choix peuvent être subjectifs. Et donc, on suppose que cela a bien pu échapper notamment à ceux qui ont voté pour les autres à ce propos. J'ai vraiment été surpris de ne pas le voir justement dans ce top-là. Justement, et vous n'êtes pas le seul certainement, il y a plus d'un qui pense certainement que Ronwen Williams, qui a terminé meilleur gardien de l'année 2024, aurait pu figurer dans le 11 africain pour justement le prix du meilleur entraîneur de l'année. Vous le savez certainement, c'est le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, MS Faye, qui est gratifié de ce prix du meilleur entraîneur de l'année. On finit par le 11 africain de l'année. On a André Onana dans les buts. En défense, nous avons Achraf Hakimi, lui, qui a terminé en deuxième position du top 3 du meilleur joueur africain de l'année. Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions de la Teranga, et puis Chancel Memba, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Au milieu de terrain, on a Yves Bissouma, Sofiane Amrabat, Franck Kessié de la Côte d'Ivoire, et puis le Ghanéen Mohamed Koudous. Et puis en attaque, on a Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool FC. Victor Osimhen qui évolue du côté de Galatasaray. Et puis Ademola Lookman, meilleur joueur africain de l'année 2024. Allez, on passe maintenant à la phase des groupes du tournoi FOAP féminin Accra 2024 qui a connu son épilogue hier à Accra au Ghana, bien entendu pour ce qui est de la dernière journée de la phase des groupes dans la poule B. La seule rencontre jouée hier a vu la Côte d'Ivoire s'incliner sur un score de 2 buts contre 3 devant le Nigeria qui a fait carton plein avec donc 2 succès en autant de sorties. En demi-finale, le Nigeria sera face au Bénin qui a enregistré 2 défaites en 2 sorties en phase de groupe dans la poule A. Et puis la deuxième demi-finale va mettre aux prises le Ghana, pays hôte de cette première édition du tournoi FOAP des moins de 17 ans à la Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à une autre actualité. L'association d'anciens footballeurs
OFSA Ontondé Old Football Star of Abomey annonce les couleurs bien entendu de la 6e édition du tournoi de promotion de jeunes talents dénommé Talent Football Talent Plus, une compétition qui rassemble les centres de formation des moins de 15 ans. Il y a quelques jours, les membres de cette association d'anciens footballeurs se sont retrouvés à Cotonou pour annoncer les couleurs de cette compétition et des différentes activités entrant dans le cadre de la 6e édition. Les retrouvailles de l'OFSA cette année. 8 formations seront sur la ligne de départ au sein du tournoi, contrairement à la saison écoulée où elles étaient 6 équipes. Je vous invite à suivre ce qui a motivé ces anciens footballeurs d'Abomey à penser à organiser un tournoi à l'endroit des jeunes de moins de 15 ans. Cette idée nous est venue depuis fort longtemps. Nous avons tous appartenu au projet de développement du football allemand que conduisait Peter Schinger. Et à l'issue du projet, il y avait beaucoup qui nourrissaient un rêve de devenir footballeur professionnel. Le rêve a tourné court parce que nos structures n'étaient pas forcément bonnes. Et quelques années plus tard, 10 ans, 15 ans plus tard, ayant eu la chance d'avoir un peu, nous avons voulu donner un peu de notre temps, un peu de notre argent pour pouvoir organiser les plus jeunes et ceux qui sont encore dans le domaine. Et c'est pour ça que nous avons logé au cœur de nos activités le tournoi Football Talent Plus dans la catégorie U15 qui connaîtra cette année 8 équipes. Et à l'issue du tournoi, nous allons primer les meilleurs. Et toutes les équipes qui viennent dans le tournoi reçoivent de OFSA, Old Football Stars of Abomey, des équipements pour pouvoir continuer le travail à la base afin que demain, nous puissions nous aussi dire nous avons de grandes stars comme nous en avons en ce moment au Sénégal, au Maroc, etc. Le projet, c'est que dans 5 ou 10 ans, nous projetons de créer un centre de formation du vrai nom pour pouvoir apporter un plus aux efforts du gouvernement pour que nous puissions avoir de vraies valeurs dans nos équipes nationales. Nous, par le passé, on a rêvé d'avoir des moyens pour pouvoir concrétiser nos rêves de devenir footballeur. On n'a pas eu les structures qu'il faut et tout. Aujourd'hui, pour avoir compris qu'il faut essayer de les aider dans cet ordre d'idée, nous sommes en train de travailler pour les encourager. Donc, ils n'ont qu'à continuer à travailler et croire que nous continuons aussi dans les efforts pour pouvoir leur permettre de réaliser leurs rêves un jour. Les ambitions qui sont claires, aider ces jeunes à aller au bout de leurs ambitions. La compétition va se dérouler sur le terrain de Goro du 20 au 22 décembre 2024 et au terme du tournoi, vous l'avez certainement entendu, aussi bien les meilleures équipes que les participantes recevront des équipements en appui au développement du football. À la base, une soirée de gala est également prévue pour distinguer certains acteurs du football et du sport en général, Tanguy. On va bien fêter donc à l'occasion. Ouais. Merci beaucoup à vous, candidats. On va changer de discipline. On va parler donc d'athlétisme maintenant. La Fédération béninoise de l'athlétisme a organisé du 13 au 23 décembre 2024. C'est bien cela, hein? Un camp national. Oui, ce sera donc à venir. Un camp national de la discipline au stade omnisport de Commun, ceci dans le but d'identifier et de développer des talents prometteurs du pays dès le bas âge. Oui, 24 jeunes athlètes venus de divers contrées du pays prennent part à ce camp national qu'organise la fêtière de l'athlétisme béninois du 13 au 23 décembre 2024 en collaboration avec World Athletic et qui fait suite aux mini-camps régionaux tenus en octobre dernier. Les ambitions derrière, bien entendu, cette initiative sont entre autres le maintien de la forme de ces jeunes athlètes et le perfectionnement de leur niveau en leur fournissant les rudiments nécessaires, bien entendu, dans le développement de leur potentiel. Suivons ici un extrait qui revient sur le contenu de ce camp national qu'organise la Fédération béninoise d'athlétisme sous l'égide du ministère des Sports. Le contenu est tel que nous avons 4 domaines. Le premier domaine, c'est le sprint haie, qui est tenu par l'entraîneur national Alexandre Gerbert, c'est un Français. Et vous avez le deuxième point, qui est la deuxième spécialité, qui est le saut, qui est tenu donc par Madame Pirène. Et la troisième spécialité, vous avez donc les épreuves combinées et les lancers qui sont tenus par Madame Claudine.
et qui est secondé également par un expert. Et vous avez la quatrième spécialité qui est le demi-fond marche, qui est tenu donc par l'entraîneur Hakim et qui a également un expert autour qui essaie de superviser. Le contact est plutôt bien. Je pense que la sélection a été un peu plus resserrée pour prendre les meilleurs déjà, ou ceux qui présentent plus d'aptitudes et qui sont disponibles surtout, parce que vous savez, on est en période de classe. Et donc, le contact est plutôt bien, ça se passe bien, je pense que les enfants s'imprègnent bien. Les encadrants aussi qui sont conviés à ce camp aussi s'intègrent bien et ils apprennent vraiment bien. Je pense déjà que le programme en lui-même, c'est le premier point positif parce qu'il permettra certainement à long terme d'aller ressortir les pépites qui sont au fond du pays pour les mettre en lumière. Ça se voit déjà en termes du nombre de participants, en termes du nombre d'encadrants formés, en termes de qualité de performance. Maintenant, vous avez dû constater que entre les championnats scolaires de l'année dernière et ceux de cette année, il y a vraiment une grosse amélioration. Je pense que ce brassage est très, très important. Voilà, les athlètes qui prennent part à ce camp sont classés en 3 différentes catégories d'âge, à savoir en U16, en U18 et puis en U20. Les U16 s'exercent sur l'ensemble des disciplines sans spécialisation, tandis que les U18 de leur côté commencent à se diriger vers, bien entendu, les 2 ou 3 groupes de disciplines saut et vitesse, saut et lancer ou encore le saut et le sprint. Les U18, bien que moins nombreux à ce camp national, se concentrent sur les disciplines précises. Suivons ici quelques athlètes qui prennent part à ce camp de formation. Ce sont des athlètes qui portent déjà haut l'étendard du Bénin sur la scène continentale. Suivez. Je crois que ce qu'on fait est vraiment technique. Ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire chez nous, et on essaie de respecter les consignes que nous donnent les coachs pour pouvoir nous améliorer parce qu'on sent que ce que nous faisons est important pour notre progression. Je tiens à remercier le président de la fédération parce qu'il a permis que ce camp ait lieu. Je remercie également les experts et les coachs qui ont été présents. Ils ont laissé leur activité, leur famille et décidé de partager leurs connaissances avec nous. Par rapport quand nous avons eu beaucoup de coachs et d'experts avec nous qui nous aident à corriger nos défauts et qui nous apprennent ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Le camp va m'apporter beaucoup de choses parce que chacun apporte quelque chose. Je sais qu'avec ce camp, je peux peut-être améliorer ma technique de course qui n'est pas encore vraiment bien. Je peux aussi améliorer ma technique de bras qui n'est pas encore au point. Les athlètes, la plupart on les connaît déjà parce que c'est des athlètes qui sont suivis par la fédération. Certains qu'on a eu sur des camps les années précédentes et également sur des compétitions internationales. Donc on les connaît plutôt bien et ce sont des athlètes qui sont à l'écoute, qui sont investis, qui souhaitent progresser. Et on a donc des ingrédients qui vont permettre avec le travail, les petits conseils qu'on peut leur donner, permettent d'atteindre leur haut niveau personnel. Voilà, on passe maintenant à une autre actualité pour boucler le tour d'horizon sportif de ce matin. Le Comité national olympique et sportif béninois était samedi dernier en assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024. Occasion pour Julien Minanvoa et son bureau de présenter aux différents délégués conviés à cette rencontre des présidents de fédération pour la plupart les différents rapports d'activité du CNOSPEN au titre de l'année 2024 pour examen et validation, sans oublier bien entendu les orientations futures du mouvement olympique béninois pour l'année 2025 passée au peigne fin avant adoption des budgets nécessaires à leur mise en œuvre. Il faut dire qu'à l'issue des travaux, les différents rapports que sont le rapport moral du président, le rapport d'activité et celui financier, sans oublier le rapport des commissaires aux comptes, et ont été adoptés à l'unanimité des délégués présents, bien entendu, ces présidents de fédération et autres qui étaient présents à cette rencontre. Je vous propose ici un extrait du président Julien Minanvoa, président du CNOSPEN, qui fait une exhortation
au président de Fédération sportive du mouvement sportif béninois. J'invite chaque fédération à faire respecter scrupuleusement les dispositions statutaires qui sont les leurs, ainsi que celles de la Convention d'éthique qui nous lie tous en matière de discipline, notamment la régularité de la tenue des réunions mensuelles de chaque comité exécutif, la présence obligatoire de tout un chacun. Qu'aucune faiblesse ne s'observe par rapport à la préservation de l'image de marque pour tout acteur du mouvement sportif à travers des propos et autres comportements désobligeants, de même que toute déclaration irrespectueuse susceptible de mettre à mal ou même à l'épreuve l'esprit de cohésion devant caractériser la coopération et le vivre en commun au sein du mouvement sportif national. Après les différents rapports du CNOSBEN au titre de l'année 2024, l'assistance a eu droit à une présentation des projets du Comité national olympique et sportif béninois pour le compte de l'année 2025. Je vous invite à suivre ici un bout de l'extrait de la présentation du programme d'activité de 2025 du CNOSBEN. Les actions qui paraissent prioritaires pour le CNOSBEN pour le compte de l'année 2025 porteront sur la promotion des athlètes et leur entourage, accroître les capacités de gestion du CNOSBEN et rendre plus dynamiques les partenariats. À cet effet, un accent particulier sera mis entre les fédérations et le CNOSBEN pour être plus attentifs à leurs besoins. Ces différents programmes ou actions en faveur des athlètes ambitionnent de les aider tout au long de leur carrière sportive. Nous allons donc continuer à administrer les bourses olympiques pour les athlètes Los Angeles 2028, bien entendu lorsque la solidarité olympique va ouvrir les candidatures. D'autres athlètes qui ne pourront pas bénéficier des bourses olympiques, mais qui ont des capacités nécessaires, pourront, en fonction des critères, bénéficier des subventions pour sport d'équipe ou de la subvention pour athlètes de niveau continental. Nous allons donc continuer avec les bourses PAISAC, organiser les différentes sessions des CAMS pour avancer en management du sport et les cases que constituent cours d'administration du sport, les stages techniques en fonction des fédérations qui pourront en bénéficier au cours de cette année. Et bien évidemment, nous allons continuer à apporter un soutien aux fédérations pour leur développement en matière d'acquisition de matériel. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive ce matin sur Actu Matin Tanguy. Une page assez riche et intéressante ce matin. Merci à vous, Candide, pour la présentation donc de l'actualité des sports. Bonne journée. Merci, à demain. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre invité. Notre invité ce matin, c'est Thierry Aronsou, directeur des services d'information au niveau du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Aronsou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on évoque un peu la situation des Béninois de l'extérieur. J'ai envie de vous demander à brûle pour point, comment vont les Béninois à l'étranger? Les Béninois à l'étranger vont bien. Ah oui, c'est le bon. Ils ont certainement beaucoup de besoins, mais ils se portent plutôt bien. Alors, les Béninois se sont toujours sentis seuls à l'étranger, loin de leur état, aussi bien physiquement qu'administrativement. Qu'est-ce qui a été fait pour leur faire changer d'avis depuis 2016? D'abord, au plan du sentiment de la présence physique de leur état à leur côté. Alors, c'est une question sur laquelle on revient assez fréquemment, la présence physique. Quand vous parlez de la présence physique, j'imagine que vous parlez des ambassades, des consulats. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est que la fourniture de services, la fourniture de protection, déjà même la protection elle-même,
ce n'est pas juste en fait la présence physique, c'est pas juste en fait le fait qu'on ait des ambassades, des consulats, etc. La protection est sur 4 axes, d'accord. Il y a le premier axe en fait qui adresse en fait des situations ponctuelles dans lesquelles potentiellement j'ai perdu mon passeport, par exemple, et j'ai besoin d'une assistance ponctuelle. Donc j'ai besoin de laisser passer, j'ai besoin en fait qu'on m'aide à rentrer chez moi. Il y a un deuxième aspect qui aborde la protection dans un cadre, par exemple, où j'ai un problème juridique. Je me retrouve dans une situation où, non pas un quiproquo entre personnes, mais un quiproquo potentiellement où je pourrais être en prison. Dans ces conditions-là, nous avons notre réseau de consulats, on a également nos ambassadeurs qui aujourd'hui aident, n'est-ce pas, ces Béninois-là, qui ils sont présents et qui même parfois aident à avoir des avocats pour aider justement ces Béninois à se défendre. Donc il y a cet aspect de protection juridique. Exactement. Ensuite, maintenant, nous avons tout ce qui concerne l'accompagnement au retour volontaire. D'accord. Et encore là, vous comprenez très bien que la présence physique, encore une fois de plus, ne joue pas forcément. Ce qui est important, c'est qu'on puisse identifier ces personnes-là dans un premier temps et qu'on soit capable ensuite maintenant de planifier ce retour. Et le dernier aspect que vous abordez, très certainement, j'imagine, qui s'articule autour de la facilitation de l'accès aux services publics. Évidemment, là, il y a certainement une équation à résoudre. L'équation qu'il faut résoudre, c'est celle, en fait, de nos capacités, de nos ressources. Et comment on inverse, en fait, là, aujourd'hui, c'est à travers la digitalisation, qui a une opportunité claire. Quand je suis, que je sois en Europe, que je sois aux États-Unis, peu importe, aujourd'hui, la digitalisation peut venir jusque chez moi. Le digital peut venir juste chez moi. Et donc, la question de dire que est-ce que j'ai besoin d'une ambassade, d'un consulat, etc., à côté en fait, de moi, elle n'est plus forcément une contrainte à partir du moment où je sais apporter le service jusqu'à votre salon. Voilà. Donc oui, il y a très certainement une présence physique réduite qui va impacter certains services spécifiques, dont les services en fait, qui nécessitent une présence physique, comme par exemple aujourd'hui l'accès au passeport, l'accès à l'enrôlement au RAVIP. Mais ce sont des sujets sur lesquels nous avons l'ambition de digitaliser complètement. Donc typiquement, le renouvellement de passeport, un peu comme le fait déjà d'autres pays comme, vous avez vu le Nigeria à côté qui aide à ses ressortissants à renouveler ses passeports en ligne. Donc nous allons également... Justement, à ce propos, où est-ce que le Bénin en est véritablement? Parce qu'à l'étranger, les gens, ils souffrent surtout quand le passeport doit expirer et qu'ils ont un délai assez limité. Et qu'en face, ils doivent aussi aller au boulot et qu'ils n'ont pas autant de permission pour s'absenter. Oui, en fait, déjà, je crois qu'il faut comprendre typiquement les besoins. Aujourd'hui, avec le RBE, maintenant qu'on a mis en place le registre, on commence à mieux comprendre les besoins. En fait, nous avons différentes typologies de personnes qui ont besoin de passeport. Nous avons des personnes qui ont besoin de passeport parce qu'ils veulent rentrer en fait, à la maison. Nous avons des personnes qui ont besoin de passeport parce que il y a des facilités qu'ils ont dans les pays de résidence. Notamment, il y a une assurance auquel j'ai accès parce que j'ai le passeport, j'ai accès en fait à un emploi, etc. Alors, ceux qui veulent rentrer, nous avons proposé aujourd'hui un laissez-passer. Donc, vous avez un laissez-passer qui est full digital, que vous pouvez obtenir en maximum en 24 heures. On a annoncé en 12 heures, mais en général en 24 heures. Si tous vos documents sont bons, vous avez un laissez-passer, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, ces personnes-là, en fait, ce qu'on dit, c'est que si vous voulez rentrer chez vous et que c'est un problème de passeport, eh bien, vous avez un laissez-passer, vous pouvez rentrer chez vous. Et une fois à Cotonou, vous avez toujours la possibilité de faire votre passeport. Ensuite, maintenant, il y a les autres, pour lesquels, de façon différenciée, par exemple, sur Paris, ce qu'on a fait, c'est que vous avez maintenant un rendez-vous. Un rendez-vous qu'on a organisé. Et vous savez, ce n'est pas seulement d'organiser le rendez-vous, mais c'est s'assurer aussi que quand la personne arrive, elle fait un temps minimum, exactement, et elle peut repartir rapidement. Donc, on a mis en place tout un dispositif sur en fait Paris qui permet aujourd'hui aux Béninois qui sont en Europe notamment de pouvoir rentrer. Toute l'Europe. Oui, hein. D'accord. De pouvoir arriver sur rendez-vous au consulat, comme le font d'autres pays. Hein. Ils arrivent donc au consulat, ils ont leur rendez-vous et puis sur la base de ce rendez-vous, ils peuvent rapidement avoir. En fait, le délai pour avoir le rendez-vous? Alors aujourd'hui, on est entre une semaine et un mois. Je crois qu'on est encore dans les standards. Donc la plupart des pays, même si vous voulez prendre un visa pour les États-Unis, hein, vous êtes entre une semaine et un mois à peu près.
Alors justement, parlant des trois premiers éléments que vous aviez soulignés, maintenant je dois dire les besoins de présence de l'État, est-ce que cela obéit justement à cette redéfinition de la carte diplomatique récemment instaurée par le gouvernement qui d'ailleurs est revenu sur, je dois dire, certaines prises de position. On a vu par exemple que ça a été réouvert par exemple au Brésil pour permettre justement au Bénin là-bas d'avoir encore un espace consulaire. Oui, vous savez, je ne suis peut-être pas la voix la plus autorisée pour en parler, mais une carte diplomatique, elle est dynamique. Et je crois que M. le ministre des Affaires étrangères est revenu là-dessus plusieurs fois lors de son entretien récent. Ce qui est important en fait ici, c'est une meilleure connaissance de nos Béninois. Si on reste en fait focus sur ce sujet-là, c'est qui sont-ils? Et cette question en fait là aujourd'hui, on a commencé à avoir une réponse claire. Quand je prends par exemple les Béninois qui sont en Russie, ce sont les étudiants principalement. Donc, je parle de la Russie, de la Chine, ce sont les étudiants. Et on a maintenant la possibilité d'anticiper, puisqu'on sait en fait d'où ils partent. Ils partent principalement du Bénin. Et on ne sait pas quels canaux en fait ils vont. D'accord? Donc, ce sont sur ces canaux en fait là aujourd'hui en fait qu'on va planifier notre travail, donc qui est de dire, avant même qu'ils ne partent, il faut déjà qu'ils soient enregistrés en fait au registre des Béninois de l'étranger. Fait qu'une fois qu'ils sont à l'étranger, ils ont toujours en fait cette proximité en fait digitale avec nous. Ils ont tous cette proximité qui leur permet en fait donc de pouvoir demander que ce soit en fait les documents, etc. Après, c'est pareil quand vous prenez en fait les régions Canada, États-Unis, etc. Vous avez peut-être un peu moins d'étudiants. Vous avez beaucoup plus en fait de personnes qui travaillent. Donc ce sont beaucoup d'experts. Nous avons des experts dans la santé, dans l'éducation, etc. Et encore une fois, en fait, là, on est clair en fait sur notre stratégie qui est de dire il faut apporter le maximum de digital en fait dans ces contrées-là. Alors, au plan administratif, on a commencé à évoquer justement les dispositions qui sont prises pour permettre l'accès aux services de l'État. Le passeport reste l'élément fondamental. C'est vrai qu'il y a une opération, en tout cas, qui est en cours pour digitaliser tout cela. Vous l'aviez noté tout à l'heure. Mais il n'y a que le rythme n'aide pas beaucoup nos compatriotes à l'étranger. Alors, quand est-ce que tout sera mis au point pour que désormais, dès lors même qu'on est dans ce salon, on peut commencer déjà à engager le processus, quitte à aller récupérer physiquement ou je ne sais pas trop de quelle façon son passeport? Alors, aujourd'hui, on a commencé. Vous savez, il y a deux choses. La première, c'est qu'en phase transitoire, il y a ce qu'on appelle en fait des missions tournantes consulaires. Mais pour obtenir ces missions tournantes consulaires, encore faudrait-il qu'on sache où sont nos Béninois. La question de où sont nos Béninois, ce n'est pas une question de dans quel pays ils sont. C'est une question en fait de dans quelle ville en fait ils sont et combien ils sont. Pour déployer une mission consulaire, vous avez besoin d'être extrêmement précis pour ne pas envoyer non plus en fait une armada pour aller tuer en fait juste une mouche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et c'est pour ça que nous avons mis en place le registre des Béninois de l'étranger, pour encourager les Béninois à s'inscrire massivement pour nous permettre de savoir où sont en fait nos masses critiques. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, il y a toute cette dynamique en fait, qui est en cours pour la digitalisation avec une feuille de route à fin 2025 pour pouvoir digitaliser l'ensemble des services consulaires. Et notre ambition, c'est de pouvoir également digitaliser en fait, le passeport. Tout au moins, le renouvellement du passeport ne doit pas être un problème puisque nous avons déjà aujourd'hui la plupart des données en fait, de ces Béninois-là. Donc ça va être une première étape. La deuxième étape, ça va être en fait la réflexion du premier passeport, qui est un peu plus complexe, puisque à ce moment-là, on ne vous connaît pas encore, c'est la première fois que vous arrivez. Encore aurait-il fallu qu'on soit capable de vous identifier au RAVIP et ensuite de vous fournir le passeport. Donc ça va être dans une seconde étape, mais déjà, ce sur quoi nous sommes concentrés, c'est le renouvellement. Le renouvellement. Donc l'individu ne sera pas obligé forcément de rentrer au pays pour retirer le passeport physique? Non, puisque dans beaucoup de pays, c'est pas qu'on fera quelque chose de nouveau. Dans beaucoup de pays, en fait, déjà aujourd'hui, il y a différents mécanismes. C'est vrai que dans certains pays, envoyer un passeport par DHL n'est pas forcément une recommandation, puisque je prends le cas du Canada. Si vous avez votre passeport qui est périmé et que vous envoyez par DHL, pourtant le passeport peut être en fait intercepté. Et dans ces conditions-là, vous n'avez peut-être pas la possibilité de pouvoir récupérer votre passeport. Donc, il y a des canaux alternatifs, notamment à travers nos réseaux consulaires, les réseaux de postes locaux qui vont pouvoir aider à convoyer les passeports. Alors, autre élément, notamment dans ce qui est fait concernant les Béninois à l'étranger, on a observé une forte activité ces derniers mois concernant l'opération de rapatriement des Béninois en difficulté. Quelle est la politique derrière?
Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les Béninois sont curieux, ils vont partout. Après, vous savez, le rapatriement, il faut nuancer. Ce n'est que le rapatriement volontaire qui est assisté. C'est-à-dire qu'on a peut-être une crise. Vous savez, en fait, le cas de Bata en Guinée équatoriale, oui, où voilà, il y avait une crise. Nous avons des Béninois qui ont souhaité rentrer chez eux. Voilà. Dans ces conditions-là, le gouvernement, avec ses partenaires, va mettre en place, n'est-ce pas, un dispositif pour aider ces Béninois à rentrer chez eux. Il y a aujourd'hui, on compte à peu près 1400 Béninois, un peu plus de 1400 Béninois, qui ont été accompagnés dans leur retour en fait au pays. Et donc, voilà. Comment ça s'organise? Alors, il suffit de se signaler, de dire, bon, écoutez, aidez-moi à rentrer chez moi, et vous envoyez un avion, c'est ça? Ah non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. La première chose, en fait, c'est qu'il faut que ces Béninois soient enregistrés sur le registre des Béninois de l'étranger. Parce que c'est ça qui nous permet à nous de savoir de combien de personnes on parle, de qui on parle. Et c'est sur cette base-là qu'après, il y a une stratégie différenciée. Donc, soit le Bénin investit, donc sort de l'argent, donc ce que les contribuables ont cotisé, va sortir de l'argent pour organiser ce rapatriement-là, ou va s'appuyer sur des partenaires comme l'OIM, dont c'est la mission de nous accompagner justement à rapatrier les Béninois. Et ça prend combien de temps à peu près? Ça dépend en fait de plusieurs facteurs. Ça dépend déjà de la sécurité à laquelle on arrive à enregistrer les personnes. Ça dépend de notre capacité en fait aussi financière en fait à mobiliser en fait le financement. Ça dépend de plusieurs facteurs. J'ai un message d'un téléspectateur qui me demande de vous demander qu'est-ce qui s'est passé dans le cas des Béninois au Liban par exemple récemment. Alors c'est un point que je connais très bien parce que vous savez, quelques temps après que la crise ait commencé, moi, j'ai appelé avec quelques Béninoises. Je dis Béninoises parce qu'en fait, au Liban, ce qu'il faut savoir, on a beaucoup de nos dames qui travaillent en fait comme personnes de maison. Ok. D'accord. Et donc, sur en fait, le RBE, nous avions en fait des Béninoises qui étaient déjà inscrites. Donc, on a dû appeler certaines Béninoises pour comprendre la situation. Contrairement à ce qu'on pensait, ce qui était curieux, c'est que la crise, elle était là. Moi, je me rappelle un coup de fil en fait où la dame me disait, mais tiens, il y a des bombes qui tombent à côté de chez nous, mais qui n'était pas prête à rentrer. Qui me dit, mais on m'a confié des enfants, je tiens en fait à rester ici, mais j'aimerais à minima savoir si jamais il y a un souci, comment je rentre chez moi. Donc, on lui a donné en fait le dispositif, on lui a donné en fait, tous les éléments. Instruis-toi en fait au risque des Béninois de l'étranger, voilà, si tu veux un laisser-passer, voilà comment tu peux faire pour avoir ton laisser-passer, etc. Et elle, on l'a suivi, hein, comme beaucoup d'autres en fait, comme ça, on l'a suivi, qui n'a pas voulu rentrer chez elle. Alors, le dispositif beaucoup plus global qui a été mis en place, ça a été en fait un comité de crise, il y avait donc en fait le consul, il y avait le consul au Liban, il y avait donc l'ambassadeur dans la région, il y avait également des personnes ici au niveau central qui ont suivi vraiment tout le déroulé tout au long de cette période-là. Donc ça nous a permis de... Alors, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, le rapatriement, il doit être volontaire. Ça nous a permis en fait d'identifier clairement c'était quoi les besoins et de mettre en face de ces besoins. La plupart n'ont pas voulu rentrer, c'est pourquoi il n'y a pas eu une opération... En tout cas, jusqu'à date, on n'a pas un nombre critique de personnes qui demandent en fait à rentrer. Voilà. Ils sont quand même en sécurité. En tout cas, même si ça a commencé à se calmer entre temps. Quand ils rentrent, quand vous les aidez à rentrer, quand ils rentrent, c'est fini, vous les oubliez, hein? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y a une deuxième étape dans laquelle il y a une assistance. Donc, comment on porte cette assistance-là? La première chose, c'est déjà, si vous êtes quelqu'un qui travaille, vous avez peut-être un métier, je sais pas moi, vous êtes un tailleur, voilà, vous êtes un tailleur, il y a que vous apportez votre projet, vous expliquez votre projet, et sur la base de votre projet, il y a une assistance qui se fait. Voilà, il y a un certain montant qui est versé à l'individu. Par le ministère? Oui, en tout cas par l'État. Par l'État. C'est ça, qui lui permet donc en fait, de démarrer son activité et de commencer sa réinsertion. Alors, mais quand ils sont encore à l'étranger, c'est vrai qu'un individu, c'est pas uniquement la présence de l'État physiquement, ce n'est pas uniquement aussi les services administratifs, c'est aussi le volet culturel, le volet social, la fibre, le sentiment. Comment est-ce que vous organisez tout cela avec les Béninois de l'extérieur afin qu'il n'y ait pas cette rupture qu'on a souvent
que dès lors qu'on quitte le Bénin, on coupe le pont avec, je dois dire, l'ensemble de ces charges et héritages culturels, de sorte qu'au retour, on est comme un étranger chez soi. Alors, je vais vous étonner parce que j'ai aussi été béninois de l'étranger. Et je ne cache rien quand je dis en fait que quand les Béninois vont à l'étranger, ils aiment se cacher. Ils aiment se cacher. Bah, pourquoi vous êtes cacherai... caché aussi, vous aussi? Ben, quand je dis se cacher, en fait, c'est peut-être péjoratif quand je le dis comme ça. Mais le Béninois, d'abord, il n'aime pas en fait forcément se mêler en fait aux autres. Ça, c'est d'abord la première chose. Donc, il y a un effort très certainement à ramener en fait les gens autour d'un certain intérêt. Et donc, d'où votre question, en effet. Quelques initiatives qu'on va démarrer certainement au premier trimestre 2025 au niveau de l'Europe principalement. Ça va être en fait notre phase pilote avec l'ambassadeur du Bénin à Paris. C'est ce qu'on appelle en fait la e-Diaspora Tour. Donc la e-Diaspora Tour, c'est ce concept en fait là qui va corréler en même temps dans toute la partie démarche administrative, mais également des événements culturels. Donc ça va être en fait une première, on va le tester, on va voir en fait si cela prend. Et bien si cela prend, on essaiera d'améliorer et de Quel est le contenu? Alors, le contenu essentiellement, donc c'est du vendredi, c'est un vendredi au dimanche. Sachant que la plupart des Béninois, ils travaillent. Donc, voilà, c'est à ce moment ils sont disponibles. Donc le vendredi et le samedi, ça va être en fait donc, dans la soirée. Ça va être en fait, des moments où on parlera de tout ce qui se passe déjà au Bénin. Voilà, quelles sont les actualités au Bénin, mais également au niveau culturel, quels sont les éléments intéressants. Parce que ce qu'il faut savoir, on a aussi des Béninois qui naissent là-bas. Donc quand on a regardé les statistiques, on était assez surpris. Vous savez, on a 2 fois plus d'hommes que de femmes dans la diaspora. Ah oui? Ah oui, c'est assez intéressant à observer et ça a expliqué beaucoup de choses. Oui, puisque c'est les hommes qui voyagent pour envoyer de l'argent au pays. Je ne dis pas ça. Mais c'est assez intéressant parce que ça explique en fait justement le métissage. Et ce métissage-là, ça mérite en fait que nous adressons dès maintenant ce métissage à travers justement ces événements culturels pour s'assurer que nos enfants qui naissent également à l'étranger, eh bien, ils savent en fait c'est quoi le pays, c'est quoi toute la richesse en fait donc, du Bénin. Vous êtes très focus Europe. Non, je ne suis pas focus Europe. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de pilotes en fait qu'on a connus sur l'Europe et après on a dû répliquer en fait, sur les autres contrées. Mais je vais dire c'est un peu notre foyer parce qu'en réalité quand on regarde, on a un certain nombre de centres dans lesquels en fait, on a beaucoup de Béninois. On a beaucoup de Béninois juste à côté de nous, au Nigeria. C'est à peu près 2 millions, même plus. On a, mais avec un profil très différent. Donc, ce sont des personnes avec qui sont des commerçantes, qui ont des Bénins très très différents, d'accord. Et leur proximité avec le Bénin leur permet en fait, voilà, de rentrer trop loin. Exactement, c'est ça. Et après, les personnes avec qui sont en Europe sont comme dans une certaine détresse parce que, alors, je veux dire, Europe, Canada, États-Unis sont dans des détresses assez particulières par rapport en fait à certaines situations administratives. Et donc, ça mérite en fait que une grande partie de notre effort, on le concentre d'abord en fait dans ces contrées-là. Après, bien sûr, vous avez aussi en Chine, ce sont principalement des étudiants. En Chine, des étudiants, exactement, en Russie également. Et puis au Moyen-Orient, je l'ai dit tout à l'heure, on a plus en fait donc de dames qui sont des femmes de ménage. Des femmes de ménage. Donc cette composition de la diaspora nous permet en fait aussi de savoir quelle action il faut prendre suivant avec quelle contrée. Donc si vous posez des questions spécifiques sur en fait, des aspects assez spécifiques, je vais vous répondre peut-être en choisissant des géographies. Je vous dirai peut-être pas en fait le Togo à côté, et pourtant au Togo on a beaucoup de Béninois. Vous voyez, par exemple au Ghana on a aussi beaucoup de Béninois. Mais ce sont des personnes avec qui en général sont des étudiants qui vont au Ghana étudier l'anglais et qui reviennent en fait au Bénin. Donc vous avez peut-être des chiffres intéressants, mais beaucoup en fait reviennent en fait au Bénin soit travailler ou continuer en fait sur d'autres contrées. Voilà. Monsieur Thierry Ouansou, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Un mot pour finir rapidement. Un mot pour finir, moi j'aimerais exhorter tous mes confrères citoyens à s'enregistrer massivement sur le registre des Béninois de l'étranger, parce que c'est aussi en fait à travers ce registre en fait là que nous en fait on les reconnaît, c'est à travers ce registre en fait là qu'on est capable de planifier de la protection consulaire, et donc c'est vraiment important qu'ils s'enregistrent sur le registre des Béninois de l'étranger. Est-ce qu'on a une idée à peu près des Béninois qui sont hors du territoire national dans le monde? Alors, on parle à peu près de 4 millions. Encore est-il qu'on finisse le recensement pour confirmer aux infirmières. Mais aujourd'hui, nous, on a déjà, à peine en 6 mois,
On a enregistré plus de 15 000. 15 000. Oui. Thierry Aronson, directeur des services d'information du ministère des Affaires étrangères, merci d'être venu sur l'Actu Matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici maintenant la page santé. Je rappelle que juste derrière la page santé, on aura nos moments de débat. On va évoquer justement la situation de la sous-région avec cette détermination du Burkina Faso, du Niger et du Mali à sortir de la CEDEAO. La date fixée désormais, en tout cas pour l'officialisation, c'est le 29 janvier prochain. Mais la CEDEAO qui quand même garde espoir et se donne encore 6 mois pour négocier et trouver les moyens de faire revenir les pays frères et amis sur leur position. Quelles sont les chances, en tout cas, de cette démarche et qu'est-ce qu'un départ définitif pourrait avoir comme répercussion sur la politique sous-régionale au plan économique et social? Eh bien, ce sont des aspects de la discussion qu'on aura. Avant cela, voici donc la page invitée ce matin avec Esther Tofa. Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. Et ce matin, vous êtes venu avec Dr Landry Coquelet, directeur de la vaccination. Monsieur Coquelet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. On devine donc que vous allez parler de vaccination. Et parlant justement de vaccination, l'actualité est à la campagne contre la rougeole et la rubéole. Ça a commencé déjà depuis quelques jours. Cette campagne qui a pris en compte les enfants de 6 mois à 59 mois couplés avec un grand rattrapage vaccinal. Eh bien, on va parler de tout cela. Rattrapage vaccinal, qu'est-ce que c'est, Esther? Tous les enfants qui n'ont pas pu faire toutes les vaccinations depuis l'âge 0-1 jusqu'à 2 ans, 5 ans. Donc, on a pu leur attraper ces vaccinations-là qui étaient essentielles à leur santé. Le docteur va plus nous édifier sur cela. Alors, bonjour docteur. Bonjour madame. Du 9 au 15 décembre a eu lieu cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole sur toute l'étendue du territoire national. Pouvez-vous nous dire quelle est la motivation? Pourquoi? Quels sont les objectifs de cette campagne-là? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez d'échanger sur la vaccination et spécifiquement sur cette campagne. Cette campagne, effectivement, est ciblée sur la rougeole et la rubéole, mais il y a d'autres interventions qui sont associées, je vais y revenir. Pourquoi cette campagne? La rougeole est une maladie grave de l'enfance et qui se manifeste souvent par de la fièvre, avec des éruptions sur le corps, de la toux. C'est une maladie qui est bien connue par les parents, avec des écoulements du nez, des yeux. Et c'est une maladie assez grave parce qu'elle peut entraîner des complications du genre la perte de la vue, la baisse de l'audition, l'affaiblissement même général de l'enfant et peut aboutir à son décès. C'est une maladie qui se transmet très rapidement. Donc souvent les enfants à l'école se transmettent rapidement cette maladie et ça évolue par vague. On parle d'épidémie de rougeole. Donc l'une des stratégies pour pouvoir arrêter ces épidémies, c'est de faire des campagnes de vaccination au regard de la gravité de cette maladie. Voilà toute la motivation de cette campagne. Alors pourquoi vous avez choisi spécifiquement cette période de fin d'année pour faire cette campagne-là? Nous avons choisi cette période parce que la période inaugure la forte transmission, la période de forte transmission de la maladie. Donc c'est maintenant qu'il faut vacciner pour réduire les épidémies. Parce que avec le début de l'harmattan, avec le début de ce climat-là, c'est souvent le début des épidémies de rougeole qui commence décembre et qui continue jusqu'à la fin du mois de mars à avril. Donc il est bon déjà d'anticiper sur cette phase qui sera très critique pour nos enfants et donc d'organiser rapidement une campagne de masse pour pouvoir augmenter l'immunité des enfants. Alors les enfants pris en compte sont âgés de 6 mois à 5 ans. Pourquoi spécifiquement cette cible? On ne pouvait pas aller au-delà? Alors, la plupart des épidémies de rougeole, avec les données que nous avons, il faut rappeler que depuis 3 ans, nous avons chaque année des communes qui sont en épidémie. La plupart, 90% des cas sont concentrés chez les enfants âgés de 1 an à 5 ans. Donc, ils sont des enfants qui étaient censés avoir eu leur dose de vaccin de routine, mais qui, pour des raisons, nous pourrons revenir là-dessus, n'ont pas été vaccinés. Donc, la campagne actuelle
se focalise sur ces enfants-là. Donc, dont l'âge est compris entre 9 mois, qui est le mois au bout duquel on démarre la vaccination contre la rougeole, jusqu'à 5 ans, qui est la tranche d'âge où on a le pic de cas d'enfants. Comme nous avons associé d'autres interventions telles que la vitamine A, et nous avons donc aussi offert l'opportunité aux enfants de se faire vacciner avec la vitamine A et de se faire administrer la vitamine A. Nous avons aussi le déparasitage. Vous savez que les enfants doivent être régulièrement déparasités, surtout ces temps où les enfants s'amusent beaucoup, s'échangent beaucoup. Et comme vous l'avez expliqué au début, tous les enfants qui ont manqué leur vaccination de routine, c'est une occasion de pouvoir se faire rattraper. Alors pourquoi avoir inclus ce grand rattrapage vaccinal? Pourquoi ce grand rattrapage? Effectivement, nous avons remarqué qu'avec la pandémie de la COVID-19, donc avec la période de la pandémie, il y a eu une diminution. Bon, la pandémie en elle-même avait provoqué un ralentissement de l'offre des services de santé, des services préventifs comme curatifs, avait perturbé les systèmes de santé. Du coup, la vaccination également a pris un coup. Il y a eu beaucoup d'enfants qui, durant cette période, n'ont pas pu avoir leur dose de vaccin de routine et ces enfants se sont accumulés. On ne va pas les laisser comme ça parce que le risque de pouvoir attraper des maladies de l'enfance est très élevé. Et donc, nous avons travaillé à avoir des doses de vaccins ciblées pour pouvoir cibler ces enfants-là et leur offrir les antigènes qu'ils ont manqués. Donc, pour ça, ça cible ces enfants de 1 an à 5 ans. Et si vous voyez bien, ça coïncide de 2020 à ce jour. Donc, ce sont des enfants qui, depuis la période de COVID-19, ont malheureusement pas eu la chance de se faire vacciner. Alors, 6 jours de campagne de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que les attentes sont comblées? Quel est le bilan que vous pouvez faire? Globalement, les attentes sont comblées parce que nous avons eu la mobilisation des parents déjà, la mobilisation des autorités politico-administratives autour de cette campagne. Nous avons eu des parents qui sont allés vers les postes de vaccination et la cible que nous attendions, nous sommes en train d'approcher cette cible de vacciner. Pour nous, c'est 100% de ces enfants-là, tout au moins 95% de ces enfants-là. Donc, au bout d'une semaine, nous avons remarqué dans plusieurs communes, cette cible de 95% a été atteinte. Mais malheureusement, nous avons des communes, dont la commune de Cotonou, où nous n'avons pas encore atteint cet objectif. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons encore, bien que nous avions prévu arrêter le dimanche. Nous continuons jusqu'à mercredi la campagne de vaccination, spécifiquement dans les localités où nous n'avons pas pu atteindre cet objectif. Alors, vous continuez donc jusqu'au mercredi prochain à Cotonou et dans quelle localité en plus? Dans toutes les communes du pays où on a identifié des localités où l'objectif assigné à cette campagne n'a pas été atteint, nous avons demandé aux équipes de repartir et de rouvrir encore les postes de vaccination. Donc, la commune qui est vraiment, où la situation est beaucoup plus un peu préoccupante, c'est la commune de Cotonou, donc où vraiment les équipes sont fortement mobilisées. Mais dans les autres communes, ça varie. Il faudra identifier ces localités et les équipes vont repartir sur le terrain. Docteur Landry Coquelet, merci d'être passé sur ce plateau. Quelles sont les perspectives après cette campagne, cette grande campagne de vaccination? Les perspectives déjà pour la rougeole, nous avons, à partir de cette campagne, nous allons administrer 2 doses de vaccin anti-rougeole aux enfants. Il y a la première dose qui s'administrait déjà à 9 mois et désormais, nous allons administrer une deuxième dose à 18 mois. Donc, tous les enfants auront systématiquement ces 2 doses pour pouvoir avoir une immunité assez solide et avec le temps, nous espérons aboutir à l'élimination de la rougeole. Pour le grand rattrapage, nous continuons jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc, tous les enfants qui sont à un âge compris entre 1 an et 5 ans, qui ont raté leur calendrier vaccinal, un antigène, peuvent se rendre dans les postes de santé et vraiment se faire rattraper. Donc, c'est vraiment une opportunité que nous offrons au cours de l'année 2025, de maintenant à la fin de cette année pour rattraper les enfants. Alors, merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous nous avez plus édifié sur cette grande campagne de vaccination qui a encouru de la période du 9 au 15 décembre, mais qui continue désormais jusqu'au mercredi, c'est-à-dire le 18 décembre, dans presque toutes les communes du Bénin. Merci à vous, Dr Coquelet, et bonne journée. Merci. Tanguy. Merci beaucoup à vous, Esther Tofa. Merci à votre invité, Dr Landry Coquelet. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va maintenant marquer la pause.
une bête de meuf. Elle est classée sexy, si classée sexy. Cool Condom. C'est granulé et c'est 3 parfums. Fraise, menthe, banane. Cool. Ton choix, ton avenir. Cool là, si mais la capi. Avec le 73-44, plus de questions difficiles, des préoccupations sur la sexualité, le 73-44, signaler une violencette aux filles ou aux femmes, le 73-44, des préoccupations sur la planification familiale, le 73-44, des services de qualité dans le secteur privé, le 73-44, comment lutter contre la diarrhée et le paludisme, le 73-44, appelez gratuitement le 73-44. Le 73-44, gratuité, anonymat et confidentialité garantie. Le 73-44, ça peut sauver la vie. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation. À toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Le gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09
51 62, le 65 48 78 74 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, motion de procédure. Oui, nous devons avoir. Et nous voici donc de retour en plateau pour évoquer le sujet de nos débats. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. William, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler de l'actualité sous-régionale. Dimanche, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO se revoyaient, en tout cas ce qu'il en reste, pour discuter du départ annoncé et très ferme des 3 pays, notamment de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Si ceux qui partent ont donné comme date officielle de leur départ le 29 janvier prochain, ceux qu'on est en train de quitter se donnent encore 6 mois pour continuer à discuter, à amener à la raison en griffe les frères et amis fâchés. On va donc en parler en 2 temps. On va déjà constater cet échec, je dois dire, de la médiation du nouveau président sénégalais à ramener les 3 pays au sein de l'organisation et surtout à projeter la sous-région vers le futur avec à l'idée du départ effectif de ces 3 pays-là. Commençons donc par le premier aspect, William. C'est un gros échec pour le Sénégalais. Est-ce que j'affirmerai ça? J'aime bien la une, je crois que c'est la manchette de Wakatsera ce matin qui met entre Faye et Gnassingbé qui pour amener l'AES dans la CEDEAO. En fait, c'est là la question. On voit l'échec, mais on ne veut pas admettre parce que la conséquence, elle est grande. On voit que visiblement, vous savez, il a eu plus de 6 mois, Bassirou Diomaye Faye, ou 5 mois. On me dira qu'il fouettait ses chats à l'intérieur de son pays. Il avait à dissoudre son parlement, à se faire sa majorité. Comme qui dirait, il avait ses braises. Absolument, il avait ses braises. Donc, au nom de ça, on dira peut-être qu'on ne l'a pas vu dans l'activisme qu'on aurait souhaité. Ou dans, vous savez, ils sont de la gauche, ils communiquent beaucoup, ils sont dans les images, dans les sorties. Dans ce cadre, on ne l'a pas vraiment vu. On a vu une visite. Par contre, dans ces pays, il les a visités avec la considération qu'il fallait juste après son voisin, la Mauritanie, à sa prise de fonction, avant même d'aller dans l'Hexagone. Mais en fait, je n'ai vu que ça. Dans les coulisses, justement, ce n'est pas le genre de crise pour laquelle il faut venir devant les objectifs des caméras, parler de médiation, ainsi de suite. Mais je pense que Bassirou Diomaye Faye a eu de la peine à régler cette situation. Et aujourd'hui, je comprends bien cette invite indirecte de l'élite intellectuelle africaine qui compte un peu encore sur les services de Faure Gnassingbé pour les 6 prochains mois. C'est peut-être une entente Diomaye Faye-Gnassingbé pour aller toujours au contact. Parce que, on ne le dira jamais assez, les éventuelles conséquences de cette sortie sont innombrables. Oui, Franck. Non, moi je pense que c'est un échec puisque la décision des 3 de l'AES
enfin, ils n'ont pas fléchi par rapport à leur décision du départ depuis le 28 janvier 2023. Les actes successifs qu'ils ont posés n'augurent pas d'une révision de leur position. Et donc, Diomaye Faye, que ce soit officiellement ou, disons, dans les coulisses, n'a pas trouvé le moyen de les amener, de les ramener, disons, au niveau de la CEDEAO afin qu'ils restent pour toujours. Je pense que il ne pouvait en être autrement. Les militaires ont besoin d'affirmer une certaine, disons, légitimité par rapport à la décision qu'ils ont eu à prendre. Nous avons pris une décision et vous connaissez un peu la psychologie, la mentalité des militaires. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Et donc, la posture dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui, qu'on décide à un moment donné de quitter la CEDEAO et que par 2 ou 3 séances de négociation que vous décidez d'y retourner, je crois que c'est mal connaître le militaire. Et aujourd'hui, ils ont encore un tout petit peu, disons, l'adhésion populaire qui leur permet de maintenir leur position, et ils surfent tous sur cette adhésion populaire, même si en interne, il y a des choses à redire sur cette adhésion. Mais pour le moment, c'est une décision pour laquelle leur peuple respectif les applaudit. C'est une décision pour laquelle ils sont adulés en partie par leur population. Et donc, c'est pas évident, même si Faure Gnassingbé s'invitait dans la négociation ou dans les discussions, eh bien, moi, je ne pense pas qu'on aurait encore un autre visage par rapport à ce qu'ils ont décidé. Ils vont rester droit dans leur botte et ils iront jusqu'au bout. Le 29 janvier, vous allez voir que ils vont définitivement quitter la CEDEAO. Parce que si Diomaye Faye, qui a, disons, un manteau plus ou moins neutre, n'a pas réussi à le faire, ce n'est pas les autres chefs d'État qui... Peut-être le Togo. Lomé a quand même montré, je ne vais pas dire son impartialité, mais sa réticence à s'engager manu militari dans le bras de fer comme au début. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est véritablement avec l'ensemble des États de l'AES? Lui il misait beaucoup plus sur les intérêts économiques que lui tirait, que son pays pourrait tirer de la crise. Et donc vers le Niger, on a vu que le jeu a été franc, on a apporté tout son soutien et on a pu montrer aux trois de l'AES que moi je ne suis pas pour ce que les autres ont décidé. Et donc il a joué un peu sur... disons, il a été intelligent, il a été ingénieux et ça lui a profité dans toute crise. Il y en a qui en profitent, d'autres qui perdent. Et donc, Faure Gnassingbé et ils sont très beaux, on a tiré le drap de leur côté. Oui, William, la CEDEAO qui finalement acte le départ de cette 3 aveugle d'impuissance. C'est clair, c'est justement clair. Vous savez, et il ne pouvait en être autrement. Les organisations, les États membres peuvent se soustraire de la CEDEAO. On cite souvent le cas de la Mauritanie. Un État peut être bien... Parce que vous savez, le débat sur la présence de la Mauritanie au Maghreb a toujours existé. On se demande si géographiquement, ils sont vraiment au Maghreb, en fait. Maintenant, et pourtant, ils ne sont plus membres de la communauté ouest-africaine. Donc, que des États soient dans la communauté ouest-africaine et ne fassent pas partie de la CEDEAO, ça, c'est arrivé déjà une fois. Au moins, il y a 24 ans, c'est arrivé. Donc, ça peut encore arriver. De ce point de vue, ce sera irréversible pour fin janvier. Ça, c'est une évidence. Et j'aime bien l'intitulé du débat, c'est acté. C'est une évidence. Le fait de proroger la médiation de Diomaye Faye n'est pas une façon de refuser outre mesure ou d'espérer un refus. Pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt un espoir encore. Parce que, vous savez, il y a plusieurs enjeux en place. Le principal soutien des militaires, c'est la Russie, qui a montré à Bachar al-Assad et à toute la Syrie qu'elle ne pouvait pas être sur 2 fronts à la fois. 2 puissants fronts à la fois. Elle a abandonné un front de 24 ans pour un front qui s'est ouvert en 2022. Aujourd'hui, la Russie est concentrée sur l'Ukraine.
toute l'énergie de la Russie est là. Et la Russie joue le tout pour le tout avant 20 janvier pour le retour de Trump au pouvoir, qui a promis de résorber cette situation en 2-3 minutes. L'aide américaine ne sera plus dans la guerre en Ukraine non plus. Voilà, vous voyez les Européens courent dans tous les sens, les Ukrainiens courent dans tous les sens pour voir, parce que les Américains font la moitié du budget de guerre face à la Russie. Donc, on est dans un environnement géopolitique qui ne permet même pas la marche arrière, en fait. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, il n'y a que l'Afrique et la Russie pour l'Afrique et l'Ukraine pour la Russie. Au nom de ce principe, le Russe rassurera en tant que partenaire. Les pays de l'AES aussi bomberont le torse. Et regardez l'effet que ça fait dans le Sahel. Vous aviez pensé, il y a un an seulement, que Mahamat Idriss Déby Itno pouvait dire droit dans les yeux à Emmanuel Macron: je ne veux plus de ta présence chez moi. Vous y avez pensé un jour? Oui. Depuis que Kadhafi est mort et que la Libye est déstabilisée, que le Sahel est en proie à l'insécurité, la seule et unique barrière, c'était le Tchad. Et aujourd'hui, quitter le Tchad pour la France, c'est pour moi la pire des échecs, le pire des échecs qui puisse arriver. Et ça va arriver, sinon ça ne va pas tarder à arriver. Dans un contexte géopolitique comme celui-là, rassurez-vous, l'environnement est propice à ce qu'on brandisse encore beaucoup de muscles au niveau de l'AES. Et la CEDEAO, pour moi, au moins pour une fois, est en train de réfléchir, c'est-à-dire, il n'y a que cette posture, c'est-à-dire à quitter le déni, être dans l'évidence et discuter pour la suite. Est-ce que l'absence du Béninois à ce sommet vous a surpris? Je ne sais pas si c'est une surprise, mais tout compte fait, le Bénin était représenté. C'est l'un des présidents dont le pays est directement affecté, en tout cas par les rapports entre la CEDEAO et ces pays-là. Peut-être que l'agenda du Béninois n'a pas permis d'y être, mais bon, j'ai remarqué que le Bénin était quand même représenté. Je pense que la situation aujourd'hui au niveau des pays de l'AES, c'est que ce contexte-là les favorise. D'abord, ça leur permet d'assouver leur ambition de rayer sur l'ensemble sur chacun de leurs pays, de changer un peu les choses que eux ils ont senti. Ils se sont dit, mais ce qui se faisait, c'est pas du tout bien. Et donc, ce contexte-là les favorise. S'ils retournent au niveau de la CEDEAO, qu'est-ce que ça va donner? Et vous avez vu que les pays membres de la CEDEAO, eux-mêmes, ils ont affiché leur pessimisme par rapport au retour. Donc, ce n'est pas à nous. Déjà, ceux qui sont à l'intérieur, ils ont acté la chose, et ce n'est qu'un processus maintenant qui va aboutir à leur retrait définitif. Donc, je pense que il n'y aura pas de marche arrière. Ça va être très difficile, à moins d'un cataclysme, et les nouveaux partenaires de ces différents pays ne permettront jamais que cela arrive, parce que eux ils ont déjà c'est des territoires qu'ils ont déjà en quelque sorte conquis, et donc ils vont vouloir conserver cela à tout prix. Les diplomates vous le diront. Il y a longtemps peut-être qu'on ne veut plus sentir peut-être la France ou d'autres pays européens avoir tous ces privilèges là en Afrique, alors qu'on a plus de puissance même que ces États. Et donc maintenant qu'on détient ces territoires, il sera difficile de leur prendre, et donc ils vont tout faire pour leur demander Patrice Talon, qui était absent à un sommet aussi important que celui consacré justement à la situation de ces deux pays par rapport justement à l'avenir de l'organisation. Le Bénin, c'est quand même la frontière avec le Niger, c'est quand même la frontière avec le Burkina Faso. C'est un sujet deux fois capital pour le Bénin que pour tout autre pays. Je comprends l'esprit de votre question, mais je ne sais pas en 8 ans et demi combien de sommets ont intéressé Patrice Talon ou auxquels il a pu assister du point de vue de son agenda. Les quelques-uns lui ont coûté ce que vous savez. Donc, de façon délibérée, on pourrait comprendre une absence de Patrice Talon. Maintenant, il y a aussi une question. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec le Niger. La position du Niger, c'est de ne pas parler CEDEAO. Est-ce qu'aller concilier nos positions avec celle de la CEDEAO encore ne pourrait pas interrompre l'élan de nos discussions ou ralentir. Ralentir les choses? On va se dire, voilà, il est encore du côté de la CEDEAO. Le fait que Talon ne soit pas au sommet
d'une manière ou d'une autre, c'est une certaine impartialité ou même, je dirais, une prise de distance qui lui serait peut-être profitable. Et de ce point de vue, ça l'est stratégique. Et si c'est vraiment une stratégie, bienvenue, parce que on considère maintenant l'intérêt national du Bénin, on considère que les positions qui sont les nôtres, et ça nous fait réfléchir par deux fois pour agir. Je pense, par exemple, que vu les résolutions du sommet, sa présence ne serait pas nuisible. Mais imaginez que le sommet soit dans le déni, imaginez, et que Patrice Talon, collégialement, il était encore. Je serais en train d'analyser de ce point de vue encore. Ah, mon cher président, le voilà encore plus dans les taux une énième fois. Donc, je ne dis pas de se désolidariser du communautarisme, de l'intégration communautaire qui est la nôtre et de nos pères depuis plus de 50 ans désormais. Je ne dis pas de le faire, mais il faut voir les intérêts stratégiques de son État quand il le faut. Tinubu a des choses à dire sur le Niger et l'AES que Patrice Talon ne peut dire, parce que jusque-là, entre Gaïa et Malanville, ça ne coule pas encore de source. Quand c'est comme ça, j'analyse son absence stratégiquement, et je dis que c'est une stratégie qu'on peut louer d'une certaine manière, parce que si tant est que ne pas approcher la CEDEAO peut nous faire davantage l'amitié de notre voisin du Nord-Est, bravo. Franck, et les trois États qui ont sorti le même jour un communiqué pour rappeler que leur affaire en griffe ne regarde pas les populations, qu'elles avaient la liberté de circuler comme elles pouvaient dans l'espace de la CEDEAO, de l'ancienne CEDEAO. Enfin, on va commencer à s'habituer. En tout cas, la CEDEAO sans les trois pays. C'est ce qu'on disait. Je pense qu'ils sont dans leur logique. Leur décision, pour moi, elle est irréversible, mais pas peut-être définitive. Parce que dans ces pays également, dans leur petit cœur, ils savent que dès qu'un coup d'État va intervenir maintenant, ils n'auront plus... tout va changer. Parce que c'est parce qu'ils sont là actuellement et la façon dont ils sont venus, et ils veulent pas, et ils l'ont dit au départ, ils ne veulent pas s'aligner derrière le protocole additionnel qui met en exergue la démocratie et tout. Et donc, pour eux, actuellement, toutes les institutions sont aux arrêts. Et donc, ils vont vouloir toujours maintenir. Et vous avez vu même au niveau du Gabon, même si nous ne sommes pas dans l'Afrique de l'Ouest, vous avez vu comment ça se passe. Et moi, j'ai questionné des Gabonais. Ils vont organiser peut-être les élections en 2025. Il va se présenter, être réélu. Donc, ce n'est pas exclu que ces militaires-là, en tout cas, partagent des ambitions politiques, c'est-à-dire que rester sur le Niger, le Mali et puis le Burkina Faso pendant longtemps et faire le travail qu'ils considèrent comme, en tout cas, sortir leur pays de la précarité, de tout ce que les cadres qui ont été en griffe pour eux élus démocratiquement, de la situation qu'ils ont créée, du chaos dans lequel le pays se retrouve, ainsi de suite. Ils vont trouver tous les arguments possibles pour essayer de justifier leur acte. Mais je pense que sortie de la CEDEAO, il y aura plus de, disons, une autre décision que celle qu'ils ont prise depuis le 28 janvier 2023, et ça va être ainsi. Vous allez voir, ils vont quitter la CEDEAO et rien ne pourrait les faire revenir, sauf si d'autres frères d'âme en décident autrement et de les faire partir. On veut quitter la CEDEAO sans la quitter, puisqu'il demande aux populations... C'est de l'opportunisme et de l'illusion. Et c'est là qu'ils doivent revenir sur Terre. Ce n'est pas possible qu'ils vivent sans la CEDEAO. C'est-à-dire, regardez, l'Union européenne et l'Angleterre. Vous voyez combien d'accords ont succédé au Brexit. Et pourtant, tous ils sont puissants, ils sont autonomes, ils vivent bien. Vous voyez, et quand je vois les fragilités qui sont celles des pays comme les nôtres, je crains. Sincèrement, je crains. C'est-à-dire, si aujourd'hui les conséquences de fait et de droit doivent suivre à partir de février 2025, attendez,
il faut des cartes de séjour à tous ces 5 ou 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, à ces nombreux Maliens en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée. Il faut, écoutez, ce serait... De séjour, ce n'est pas ce qui va tuer un citoyen malien au Burkinabé. Mais ce n'est pas la même chose. Ils ont des cartes de séjour quand ils sont en Europe. Ça ne leur enlève pas leur respiration. Mais justement, ils ne se sont jamais sentis à l'étranger quand ils sont dans les territoires de la CEDEAO. Les histoires de visa, les histoires... Bref, ils veulent des facilités que la CEDEAO offre à la communauté, mais ne veulent plus appartenir politiquement. Oubliant que c'est une conséquence, ces facilités sont une conséquence des décisions politiques entreprises et entretenues, malgré les divergences, je précise, entretenues malgré les divergences au fil des ans par le prédécesseur. Personne n'a jamais amené la barre au retrait. Ils diront peut-être qu'on n'a jamais trahi autant leur pays, mais personne n'a jamais amené la barre au retrait. Aujourd'hui, eux, ils trouvent qu'ils doivent se retirer. Donc, ils doivent plutôt admettre les conséquences de départ. Cette politique de l'autruche est trop opportuniste. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Vous ne voulez plus. Chez moi, on dit, quand on ne veut plus d'une case, on la refuse. Elle et ses rats. On ne peut pas sympathiser avec le musarail de la case dont on ne veut plus. C'est ça la réalité en politique. Et surtout, il faut que les gens reviennent à ça dans l'AES. Non, moi je pense que même si les 3 de l'AES décident de ne pas profiter des avantages de la CEDEAO, naturellement, ils vont en profiter. Parce que vous voyez par exemple le Niger, pour allier le Mali, peut-être le Bénin doit emprunter peut-être le territoire, je ne sais pas, nigérien, et nous avons peut-être des choses que nous devons prendre du côté du Burkina Faso. Et donc, même s'ils disent, bon, on ne veut rien de la CEDEAO, naturellement, l'espace, le temps leur permettra d'en bénéficier. Parce que nous sommes dans un espace que nous partageons, nous tous, et donc on aura besoin forcément de collaborer. Donc, ils jouent également sur ces paramètres-là pour dire, mais même si on fait à notre tête, on entretient notre ego surdimensionné, on fait tout ce qu'on veut, eh bien, on est là, ils auront besoin de nous. Et donc, mieux, c'est que les peuples, eux, ils observent la crise au sommet des États, mais en interne, c'est des peuples qui se côtoient tout le temps. Vous n'allez pas demander à des millions de Béninois, des millions de Burkinabés, des millions de Nigériens qui ont entretenu de vieilles relations depuis des centaines d'années, vous n'irez pas les tirer par le bras pour dire, mais écoutez, il ne faut plus aller, par exemple, il ne faut plus venir à Malanville, il ne faut plus aller à Gaïa, il ne faut plus aller au Burkina Faso. Les peuples sont toujours ensemble. Donc, tout cela mis ensemble, c'est que ça va leur profiter, qu'on le veuille ou non. Mais attention, c'est toujours, comme je l'ai dit, il faut qu'ils tiennent bon, sinon, dès qu'un coup d'État va subvenir, les nouvelles autorités qui auraient pris le pouvoir peuvent revenir sur toutes ces décisions et dire, nous faisons la transition, nous retournons dans la CEDEAO à cause des conséquences, parce que c'est une crise politique, mais qui a de lourdes conséquences économiques. Et imaginez aujourd'hui si ceux qui restent au niveau de la CEDEAO, s'ils décident par exemple de dire, en tout cas au niveau de aucun pays de l'AES n'aura plus de collaboration sur la base des tests de la CEDEAO avec les autres pays, ce que ça va donner. Donc ça va être un véritable chaos, ce que ne voudraient pas forcément les autres pays, parce que ce sont les peuples qui vont en payer le lourd tribut. Éric, bonjour. On est en train de parler de la CEDEAO et de l'annonce de ces 3 pays-là de quitter l'espace, notamment au soir du 29 janvier prochain. Quels pourraient être les impacts justement de ce départ-là entre les peuples? Je pense que c'est surtout au plan économique qu'il y a plus de soucis à se faire, parce que quand vous avez partagé l'espace communautaire pendant plusieurs années et que nous vivons ce que nous vivons actuellement comme départ de ces 3 pays, cela va créer forcément un déséquilibre sur plusieurs aspects. Ce que les rapports redoutent le plus en réalité, c'est comment ces 3 pays pourront justement, entrevoir l'avenir de leur peuple en dehors, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que ces 3 pays
pays sont véritablement décidés, n'est-ce pas, de quitter l'organisation. On se disait qu'au fil des jours, au fil des mois, entre la CEDEAO et puis ces 3 pays, on allait finir véritablement par trouver un terrain d'entente et que ces 3 pays allaient revenir à la maison. Il y a eu beaucoup de missions diplomatiques qui a pris langue avec ces 3 pays. Cependant, le processus évolue parce que quand on consulte un peu l'agenda qui a été établi, c'est pratiquement au mois de juillet 2025 que la décision sera véritablement actée et définitive. Donc, on se dit, avec les nouvelles missions qu'on a chargées l'actuel président du Sénégal, qu'il finira justement par aider ces 3 pays à sans doute faire un retour au niveau de la CEDEAO. La chose n'est plus possible parce que avec les récentes décisions de ces 3 pays, on ouvre l'espace CEDEAO à leur territoire. On comprend aisément qu'ils sont véritablement dans la logique de ne plus faire un retour au niveau de l'organisation. Donc, ils pèsent à la fois le pour et le contre de leur sortie et ils s'engagent véritablement à rester dans cette tendance-là. Est-ce que la CEDEAO dispose encore de marge de manœuvre pour que le retour de ces 3 pays soit possible? La chance, elle est très mince. Je pense que William et Franck l'ont évoqué. Ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est que la sortie soit négociée. C'est-à-dire qu'on concède à ces 3 pays de quitter l'organisation tout en bénéficiant, n'est-ce pas, d'un certain nombre de mécanismes, n'est-ce pas, de l'espace CEDEAO. Vice-versa aussi pour ces 3 pays qui ont déjà pris la décision de mettre à disposition des ressortissants de la CEDEAO leur espace, leur territoire, le passage de leur corridor. Donc, nous allons assister progressivement à une sortie, mais les habitudes entre les peuples vont pouvoir continuer. C'est sans doute ce qu'il faut préserver si on n'est plus en mesure de sauver quoi que ce soit. Franck, entre les peuples? Oui, on va espérer que cette décision des 3 pays de l'AES ne fragilise pas, disons, la fraternité, la collaboration qui a toujours existé, parce qu'on ne sait pas jusqu'où peuvent aller ces militaires-là à la tête du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Ils peuvent, les jours à venir, prendre d'autres décisions, puisque actuellement, ils règnent en maître au niveau de ces États. Les politiques n'ont plus droit à la parole. Il y a beaucoup de réformes. Il y a des décisions qui sont prises et qui empêchent, disons, les gens de s'exprimer, parce que c'est dans ce débat-là qu'on arrive quand même à attirer l'attention de ces dirigeants sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà que vous avez en face des militaires qui vous demandent d'obéir avant de réclamer. C'est compliqué et donc je ne sais pas ce que ça va donner à la longue. Est-ce que nous allons pouvoir conserver quelques acquis politiques que ces pays-là ont pu engranger avec de lourds sacrifices? Comment est-ce que ça va se dérouler les années à venir? Dans tous les cas, en créant également la confédération de l'AES, je pense qu'ils étaient dans l'optique d'élargir les choses, d'ouvrir leurs bras pour dire, mais tous ceux qui voudront venir, moi je vois par exemple le Tchad, le Tchadien, pourquoi pas les rejoindre très bientôt, c'est pas exclu. Il y a également, je ne sais pas, d'autres pays du Sahel qui pourront faire l'usage. Donc ils vont continuer par manager, ils vont continuer par faire la cour à d'autres pays pour renforcer davantage leur bloc et compter plus de membres. Et c'est ce qui serait regrettable parce que ça va fragiliser davantage la CEDEAO et je suis en train de me poser des questions également sur l'avenir de cette institution avec trois États qui vont se soustraire et peut-être d'autres qui vont s'allier à eux. On ne sait jamais. Personne n'avait imaginé qu'en 2023, qu'on aurait une telle donne qui va changer les relations. Et l'autre chose également, c'est on avait une ambition de créer la monnaie commune. Aujourd'hui, que devient ce projet-là? Je ne vois pas vraiment ce projet prospérer avec le retrait de 3 pays qui ont des positions également stratégiques dans l'espace ouest africain. Donc, si ces pays-là partent, ça veut dire qu'il faut réviser tout le projet. Il faut encore du temps pour voir ce que ça va donner.
c'est beaucoup de questionnements à la longue, à la clé. Et je me demande si véritablement l'Afrique est prête pour son développement, si après 60 ans, pour certains plus de 60 ans pour d'autres, nous en sommes là encore à régler ces problèmes de gouvernance, parce que c'en est un des crises politiques, alors qu'à l'heure actuelle, nous devons fusionner nos énergies pour véritablement savoir comment nous développons chacun de nos pays et l'Afrique en général. Si nous en sommes là à régler les problèmes de gouvernance, il y a de quoi s'inquiéter et il y a de quoi se poser véritablement des questions. Allez, 8h58 sur Canal 3 Bénin. On va mettre un thème à cette discussion. Chers messieurs, merci beaucoup d'être passé par ici. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Comme les jours de la semaine. C'est le nombre de présumés terroristes éliminés dimanche dernier par les forces de défense et de sécurité dans la commune de Banikouara. Bonjour à toutes et à tous. La prouesse est réalisée en 2 batailles selon le rapport établi par Fraternité. La première a eu lieu tôt dans la matinée, aux environs de 8 heures, dans la région de Yampougou-Baraka, à proximité du fleuve Mekou. Une patrouille des forces armées s'est retrouvée face à des éléments hostiles non identifiés. L'échange de tirs qui s'en est suivi a conduit à l'élimination de 2 assaillants. Quelques heures plus tard, raconte le quotidien Maison, une unité engagée dans l'opération Mirador a été prise dans une embuscade près du fleuve Tandara, dans la localité de Yigiwiru. Grâce à une réaction rapide et efficace, les soldats ont neutralisé 5 autres terroristes présumés. 7 suppôts de Satan tués, mais aussi des armes et pièces de moto récupérées, ajoute le journal. Pour le matinal, il s'agit d'un nouvel exploit de l'armée béninoise. Comme je l'ai annoncé hier à la frontière Bénin-Nigeria, les douaniers n'ont pas eu besoin de livrer une bataille pour mettre la main sur un butin colossal. Matin Libre précise qu'il s'agit de plus de 100 millions de francs CFA. Le colonel Marcelin Laourou, interviewé par le quotidien, indique que la somme est composée de coupures de 200, 100, 50 et 20 euros. Il ajoute que le trafiquant de devises a ingénieusement dissimulé les billets sous sa tenue tout le long de son corps. Cet exploit du bureau de surveillance du territoire douanier est relayé par l'emblème du jour qui placarde à sa manchette des milliers d'euros saisis par les éléments du colonel Marcelin Laourou. Du côté de la CEDEAO, pas d'exploit à signaler, notamment dans l'épineux dossier AES. 24 heures après le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'institution régionale tenu dimanche 15 décembre 2024 à Abuja, au Nigeria, le matinal nous apprend que le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a apporté lundi 16 décembre 2024 des précisions sur les grandes décisions issues des travaux. Il est à retenir de cette sortie médiatique que la CEDEAO a pris acte de la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de se retirer de l'organisation et fixer une période de 6 mois pour l'organisation du départ des 3 pays. Nous allons laisser la porte ouverte pour que, si dans cette période de 6 mois, nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso décidaient de revenir au sein de l'organisation sous-régionale, qu'ils puissent pouvoir le faire, a allégué Olusegun Bakari. Considérant que cette défection est susceptible de diminuer le poids diplomatique de la CEDEAO, Dynamisme Info s'interroge. Quelle chance pour une renaissance de l'institution sous-régionale? De son côté, le marché financier régional enregistre non pas un retrait, mais une adhésion. La Loterie nationale du Bénin est désormais inscrite à la Bourse régionale des valeurs mobilières. L'information est livrée par Décryptage Info, qui précise que cette entrée a été officiellement actée vendredi 13 décembre 2024. Justice à présent avec l'affaire Louis-Philippe Rondeillon.
Fraternité rapporte que le procès qui a repris hier 16 décembre 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été renvoyé au 27 janvier 2025 en vue d'examiner les exceptions de nullité soulevées par la défense. Cette dernière a fait valoir des irrégularités lors de l'arrestation de son client et des mentions inexactes dans le mandat de dépôt. Les avocats de l'ex-directeur général de la police nationale ont également dénoncé ces conditions de détention qu'ils jugent arbitraires et attentatoires à ses droits fondamentaux. Pour boucler la boucle, mesdames et messieurs, parlons sport et plus précisément des CAF Awards qui se sont déroulés hier à Marrakech. Le pays émergent nous dévoile que l'attaquant nigérian Lookman Ademola est sacré Ballon d'Or africain 2024. Fin de la revue de presse de ce mardi 17 décembre 2024.